l'improvisation. Les personnes qui réussissent généralement dans la vie, peu importe le domaine, ce sont des gens qui planifient. Et les personnes Monsieur Philippe, avec votre permission, s'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de prendre un bloc-notes avec votre permission? Bien sûr. Je demande, papa, je demande. Mon père, si je demande, monsieur le président, je demande. Il a donné ce que la planification, permettez-moi de le noter. Monsieur Philippe, nous l'écoutons. Allez-y, monsieur Philippe, vous avez la parole. Oui, donc je disais qu'il y a deux modèles qui s'opposent, la planification et l'improvisation. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai côtoyé et je continue de côtoyer beaucoup de personnes à succès, vraiment beaucoup, dans le domaine des affaires, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art artistique. Et ces personnes ont une chose en commun, c'est que ce sont des gens qui ont planifié leur réussite. La réussite ne leur est pas tombée dessus. Ce n'est pas quelque chose qui les a surpris du jour au lendemain. On ne devient pas Samuel Eto'o, Didier Drogba ou toutes ces autres sommités par hasard. Ça se prépare sur beaucoup d'années. Et je me suis rendu compte que ce qui manque beaucoup aux Africains, même aux États africains, c'est la planification. La Chine aujourd'hui a déjà son plan sur les 100 prochaines années. 100. C'est-à-dire que la Chine a un plan sur les 100 prochaines années. Nous, les pays africains, quand même nos gouvernements font des plans, c'est des plans sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. La Chine, c'est sur 100 ans. Et ça montre bien la différence, le niveau de maturité qu'il y a dans ces pays-là. Les États-Unis ont des plans sur 100 ans. Et donc, à l'échelle personnelle, ce qui manque aux gens, c'est la planification. Les gens ne planifient pas. Les gens vivent au jour le jour. Quand quelqu'un touche son salaire, il paye son loyer, il paye son électricité, il paye sa nourriture. Et s'il y a un reste, il met de côté. Le problème, c'est qu'on connaît tous la loi de Parkinson. Il y aura toujours un problème qui va te faire dépenser. Et c'est pour ça qu'à la fin, les gens se retrouvent à la fin du mois sans avoir mis d'argent de côté. Parce que pendant le mois, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire « Mon frère, j'ai un problème, mon enfant est malade, il faut m'aider ». Il y a toujours quelque chose qui vient. Et donc, ça fait que, à la fin du mois, tu n'as pas épargné. Et les gens vivent comme ça toute leur vie. Donc moi, je me suis dit, avec cette petite sortie, j'avais juste pour but de rappeler aux gens quelque chose qu'on connaît normalement en Occident, c'est que un crédit bancaire, ça dure 25 ans en moyenne. Donc si un crédit bancaire dure 25 ans en moyenne, alors le début de trentaine, c'est le moment où tu dois le prendre. Parce qu'après, ça commence à être tard. Et c'est facilement démontrable avec des calculs. On n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. C'est très facilement démontrable. Si tu as 45 ans et tu dis, je vais aller voir la banque pour demander un crédit pour ma résidence principale, la banque prend la calculatrice, elle fait 45 plus 25, ça fait 70 ans. La banque te dit non, refusez. Vous êtes trop âgé. Tu dis, ok, d'accord, j'envoie mon petit frère. Ton petit frère vient, il a 40 ans. La banque fait le même exercice. Elle prend la calculatrice et elle regarde. 40 plus 25, ça fait 65 ans. Trop vieux. On refuse. Et donc, ce que je dis simplement aux Africains, c'est attention les amis. Si vous avez le projet de prendre une résidence principale, et je vous conseille de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire si vous êtes déjà au niveau de la trentaine. Parce que si vous ne le faites pas, la pauvreté va vous rattraper. La vérité, monsieur Makosso, qu'il faut dire aux Africains, c'est que les Africains sont parmi les plus pauvres au monde, partout là où ils sont. En France, les Africains sont parmi les plus pauvres. Tout à fait. Et pourquoi les Africains sont parmi les plus pauvres? Même quand on prend les Africains qui sont dans des pays, même quand on prend des Africains, on les amène dans des pays riches, ils sont quand même les plus pauvres dans ces pays riches-là. Parce que la richesse, c'est d'abord un mindset, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord là que ça commence. Et je vais dire deux choses là-dessus. Si vous voulez réussir dans le domaine des finances, vous devez faire deux choses. Pas plus, deux. La première, c'est apprendre comment fonctionne l'argent. Ça s'appelle l'intelligence financière. Comment fonctionne l'argent? Et la deuxième, c'est être capable de faire des sacrifices. Si vous avez l'un et pas l'autre, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que j'aime souvent raconter ma propre histoire en disant que quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, alors même que je gagnais déjà 2000 euros, je suis resté dans ma petite chambre d'étudiant pendant pratiquement 4 ans, alors que j'étais encore avec un salaire d'ingénieur. J'aurais pu quitter comme mes amis, aller habiter dans des grands quartiers, dans des beaux quartiers. J'ai dit non, je vais rester dans ma résidence étudiante. Quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, elle est venue vivre avec moi dans ma petite chambre d'étudiant. Aujourd'hui, on a des grosses voitures, on vit dans des beaux quartiers, on a des maisons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas là qu'on a commencé. On a planifié notre réussite. On a vécu dans une petite chambre d'étudiant à deux, avec un lit étudiant, un lit, une place. C'est-à-dire que quand tu te tournes, tu es sur l'autre personne. Il est possible. Tu as pris la femme après la mettre dans la petite chambre. Oui.
J'imagine les voisins. Mais bien sûr, sur la table, tout le monde, mais tout le monde a parlé. Mes amis ont parlé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Comment tu peux faire souffrir l'enfant d'autrui? Ensuite, on a demandé un logement social à la ville. La ville nous a donné un logement social. Et ça, c'était une grâce de Dieu parce que on est passé d'un loyer de pratiquement 400 €. Quand on a eu le logement social, on est passé à un loyer de 325 €. Donc le loyer a encore diminué. Et on a eu un appartement un peu plus grand. 4e étage, sans ascenseur. On montait ça tous les jours. Là, mes camarades ont dit, là, tu exagères. Ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant. On était toujours dans ce petit appartement-là. Mes camarades ont dit, là, franchement, tu es trop chiche, tu es méchant. J'ai dit, OK, moi, je savais où j'allais. On a eu notre deuxième enfant, toujours dans ce petit appartement-là. Mais le jour qu'on est sorti de là, M. Makosso, on avait suffisamment d'argent pour acheter une maison. Yes. Parce qu'on avait mis suffisamment de côté. On a pu acheter directement. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur les réseaux. La maison qu'on a en France, c'est une maison sur laquelle il n'y a pas de crédit. On l'a achetée cash. Combien de personnes en France ont une maison cash? Combien? Très, très peu. Même des Français de souche, des Blancs, très peu ont une maison cash. Très peu. On a pu acheter une maison cash parce qu'on a eu une discipline et une intelligence financière pendant un certain nombre d'années. À partir de là, je pense que ça me donne la légitimité pour donner des conseils. Je ne parle pas de théorie quand il s'agit d'argent, je parle de vécu. Je parle de mon histoire. Depuis un certain temps, excusez-moi, avec votre permission, depuis un certain temps, je constate qu'il y a comme un acharnement autour de vous, ce qui n'existait pas il y a de cela 1 an, 2 ans. Principalement avec l'influence des TikTok, je vois qu'il commence à avoir comme un acharnement. Selon vous, c'est dû à quoi exactement? Honnêtement, il y a toujours eu de l'acharnement. Il y a toujours eu de l'acharnement. Je pense juste qu'il n'était peut-être pas très visible. Mais les gens qui font de l'acharnement depuis 1 ou 2 ans le font depuis en réalité 5 ou 6 ans. C'est juste que pendant longtemps, il n'était pas visible. Et j'ai toujours dit, quelqu'un qui fait de la mamaille ou du vol ou tout ce qu'on veut, ce n'est pas quelqu'un qui peut être aussi visible que moi. Moi, je fais des lives comme vous là, plusieurs fois, parfois dans la semaine. Personne n'est jamais monté sur un live pour dire que Philippe m'a escroqué ou m'a arnaqué. Personne n'a jamais fait une vidéo pour le dire. Et ça, souvent, si je le prends, un témoignage personnel. Et ça, en fait, on n'a jamais entendu quelqu'un venir dire ce monsieur est allé à sa conférence, il m'a arnaqué, il m'a escroqué, j'ai lu son livre, ça m'a rien apporté. Jamais. Personne. Donc, allez-y, moi, je pense simplement que nous sommes dans un continent dans lequel les gens ont beaucoup de mal avec la réussite. C'est-à-dire que quand quelqu'un réussit aux États-Unis, on lui dit bravo, magnifique, très bien. Comment tu as fait? Dans nos pays, quand quelqu'un réussit, on dit pourquoi lui? Ça change tout. Dans nos pays, il y a une mentalité qui est très mauvaise par rapport à la réussite. C'est pour ça que même dans nos pays, c'est valable en Côte d'Ivoire aussi, quand un enfant veut aller en Europe, les parents cachent. On cache. Pourquoi on cache? Parce qu'on a peur que quelqu'un peut lui faire du mal. Quand quelqu'un qui est en Europe revient en Afrique pour les vacances, qu'est-ce que les parents lui disent? Reste à la maison, il ne faut pas que les gens sachent que tu es là. Pourquoi? Parce que nous avons ces... Tu ne vas pas au village. Ne va pas au village, ne sors pas beaucoup, méfie-toi des amis, on peut t'empoisonner, on peut te faire du mal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, culturellement, l'Africain a beaucoup de mal avec la réussite de son frère. Et je pense que l'une des origines de ça aussi, c'est l'esclavage. Tu sais, pendant l'esclavage, vous savez, pendant l'esclavage, il y avait cette notion de nègre de maison et nègre des champs. Il y avait des noirs qui étaient dans la maison qui servaient le blanc et d'autres nègres qui étaient dans les champs. Et il y avait comme une forme de rivalité entre les deux. Puisque les nègres de maison avaient un meilleur traitement que les nègres de champ. Et je pense que c'est peut-être de là qu'on a eu l'idée que quand un nègre ou un noir ou un frère réussit, il faut qu'on le fasse descendre de là où il est. Parce que les gens qui me critiquent ne vont jamais aller critiquer des Blancs ou des Américains qui font les mêmes choses. Jamais. Jamais. Même les anglophones. Même les anglophones qui font les mêmes choses. Jamais. Vous n'allez jamais aller les voir, aller parler des anglophones. Jamais. Par contre, il y a comme une forme d'acharnement qui, je pense, est peut-être due à des frustrations. Vous savez, on dit chez nous que on jette des pierres sur un arbre qui porte des fruits. Quand un arbre n'a pas de fruits, personne ne jette de pierres dessus. Donc la jalousie vient des frustrations internes. Des frustrations internes et personnelles, parce que beaucoup de personnes, je pense, et c'est toujours le même problème avec la jalousie, parce que la jalousie se dit toujours que pourquoi lui, il a pu le faire. Et donc, je pense qu'il y a cet état d'esprit chez beaucoup de gens, consistant à faire croire que si Philippe, à son jeune âge, est parvenu à obtenir les résultats qu'il a obtenus, forcément, il a triché. Parce que si je n'accepte pas qu'il a triché, ça veut dire que je m'accuse moi-même. Puisque, comment expliquer que moi, qui est son âge ou qui suis son grand frère, je n'ai pas eu les mêmes résultats? Ça veut dire que lui, le petit là, pour avoir les résultats qu'il a eu, il a forcément triché, il a forcément menti, il a forcément volé. Et donc, à partir de là, je pense que c'est une réponse qui conforte
les gens, qui les arrange et qui fait que, bien évidemment, certains d'entre eux s'aventurent sur les réseaux. Mais il faut aussi dire la vérité et remettre l'église au milieu du village. Les gens qui sont inspirés par le travail que je fais sont infiniment plus nombreux que les critiques et les haters. Infiniment plus nombreux. Il n'y a même pas photo. Quand on cumule les abonnés, on est à quoi, peut-être pratiquement 4 millions d'abonnés. Donc, on a énormément de personnes qui suivent le travail qu'on fait. On n'a pas un média où on vient parler de la vie des gens. On est un média sérieux. On parle de business, on parle de mindset, on parle de finance. Et quand j'ai commencé cette aventure-là, beaucoup de gens m'avaient dit, Philippe, tu perds ton temps, les Africains, ces sujets ne les intéressent pas. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'en fait, non. Ces sujets-là il y a une catégorie de personnes qui sont très intéressées. Bien sûr, qui sont très intéressées par la réussite, ainsi de suite. Et je suis très content de voir que depuis les années où on est sur Internet, on a aidé et accompagné beaucoup de gens à s'en sortir. Le problème, c'est que je pense, comme on disait tout à l'heure, ce qui frustre les gens, c'est leur propre vie. C'est pas moi leur problème, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense que quand ils me voient, certains d'entre eux, c'est peut-être le miroir de leurs propres échecs qui leur fait mal. Et plutôt que de se remettre en question, ils choisissent la solution de facilité qui est de m'insulter, de m'accuser, ainsi de suite. Mais bon, quand quelqu'un dit que je suis un escroc, je veux bien, mais j'ai escroqué qui? Où sont les personnes que j'ai escroquées? J'aimerais bien que ces personnes viennent et disent que j'ai escroqué. Mais personne. Monsieur Philippe, avec votre permission, quand on revient sur le sujet, oui. Quelques personnes disent qu'il y a de cela 5 ans, vous aviez dit le contraire. Est-ce que vous nous expliquez un peu le paradoxe? Bien sûr, bien sûr. Les deux vidéos sont complémentaires, ne sont pas opposées. Dans une précédente vidéo, j'avais dit aux gens, n'investissez pas dans votre résidence principale, ce serait une erreur de le faire. Et je vais expliquer ce que je voulais dire simplement par là. Parce que maintenant, j'ai déjà investi dans la résidence principale. Monsieur Makosso, moi, ma stratégie, c'est laquelle? Ma stratégie, c'est de dire aux gens, avant d'acheter une résidence principale, faites d'abord des investissements dans l'immobilier. C'est-à-dire que le premier investissement, parce qu'en France notamment et en Europe, la banque ne peut pas te prêter de l'argent infiniment. Elle te prête en fonction de ton salaire, de ton âge et du type de projet que tu veux faire. Et ainsi que les entreprises. Voilà, si tu vas voir une banque et tu dis à la banque, moi j'ai un salaire de 3 000 euros, je veux acheter ma résidence principale, ça coûte par exemple 200 000 euros, j'ai un salaire de 3 000 euros. La banque va dire, ok d'accord, on te prête ta résidence principale donc, et tu vas rembourser tous les mois 1 000 euros pendant 25 ans. C'est un exemple. Mais à partir du moment où la banque t'a prêté cet argent, si tu reviens voir la banque 1 an après pour dire, bon voilà, maintenant je suis propriétaire, je veux que vous me prêtiez l'argent pour faire un investissement immobilier, la banque va te dire, mais je suis désolé monsieur, on ne peut plus vous prêter parce que vous avez épuisé votre capacité d'endettement. Parce que la banque, comme j'ai dit, te prête, en France, c'est 33% de tes revenus. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne par exemple 3 000 euros, la banque peut te prêter jusqu'à 1 000 euros par mois. On ne peut pas te prêter sur tout ton salaire parce qu'il faut que tu aies un reste d'argent pour vivre. Donc les règles disent que on doit te prêter sur 33%. Donc quand on t'a déjà prêté pour ta résidence principale et quand on t'a donné donc tes 3 000 euros pour ta résidence, on te retire 1 000 euros, la banque ne peut plus te prêter parce que tu as atteint ton quota. Donc ce que moi je dis aux frères et aux sœurs, c'est soyons intelligents, soyons malins. Allons à la banque, prenons d'abord un crédit pour un investissement. Parce que quand tu prends le crédit pour l'investissement, qu'est-ce qui se passe? À la différence de ta résidence principale, un crédit pour un investissement te rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu avais 3 000 euros de salaire. Maintenant, grâce à ton investissement te rapporte un loyer de 1 000 euros tous les mois, par exemple. Mais tu rembourses un crédit à la banque de 700 euros. Ça veut dire que désormais, la banque voit que, OK, ce monsieur ne gagne plus 3 000 euros. Il y a une garantie déjà qui est en train de rembourser le premier crédit. Tout à fait. Donc, ce type-ci, on peut encore... Donc, du coup, ton premier crédit, en réalité, parce qu'il est remboursé par un locataire, s'annule. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux demander un deuxième crédit, après un troisième crédit, jusqu'à ce que la banque estime qu'on est arrivé à la limite. Moi, j'ai des amis personnels, j'en ai même vu un aujourd'hui, monsieur Makosso, qui avait la stratégie que je dis là, a en France un patrimoine de 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il est allé monter jusqu'à 2 millions d'euros d'endettement. Il a acheté des immeubles, il a acheté des appartements, il a acheté des duplex, il a acheté plein de choses grâce à la stratégie que je viens de dire. Donc moi, je dis aux Africains, faites plutôt ça. Mais si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas faire d'investissement, au minimum, acheter une résidence principale. En réalité, quand je dis aux Africains d'acheter une résidence principale, ça c'est le B.A.B.A. C'est la base. Ça c'est pour les gens qui ne sont même pas ambitieux. C'est pour les gens qui ne veulent même pas faire de business. Je leur dis, achetez au moins une résidence principale. Si vous avez acheté une résidence principale, ok, au moins quand vous allez arriver à la retraite dont on parlait tout à l'heure, vous n'allez plus avoir de loyer à payer.
Vous n'allez plus Et votre avoir de santé, loyer à payer. patrimoine. Et quand vous allez partir, vous allez laisser à vos enfants un patrimoine. Tout à fait. Moi, je dis tout le temps, moi, je dis ça tout le temps aux Africains. Il faut qu'on sorte des générations dans lesquelles les enfants donnent de l'argent aux parents. Il faut qu'on entre dans des générations dans lesquelles ce sont les parents qui donnent de l'argent à leurs enfants. Il faut que les parents africains laissent un héritage à leurs enfants. Il faut que les parents africains, quand ils meurent, qu'ils laissent... Moi, c'est mon engagement. Je veux que quand je vais mourir, que je puisse laisser à chacun de mes enfants au moins un immeuble. J'ai pas dit un appartement. J'ai dit un immeuble. À chaque enfant, à chaque enfant, un immeuble. Je veux laisser un immeuble. Et c'est comme ça que tu donnes à ton enfant un bon départ dans la vie. Monsieur Makosso, si quand vous aviez eu 25 ans, votre parent vous avait laissé un immeuble, vous seriez beaucoup plus loin. Il a vendu toutes ses maisons pour les maîtresses, mon père. Vous seriez beaucoup plus loin. Vous serez beaucoup plus loin. Et donc, c'est ce que je dis. Il a vendu toutes ses maisons pour des maîtresses. Et moi, c'est ce que je dis. Travaillons pour pouvoir laisser à nos enfants un véritable patrimoine, un véritable héritage. Mais si vous ne voulez pas faire ça, achetez au moins une résidence principale. Comme ça, au moins, demain, quand vous allez décéder, vous allez, déjà dans votre vieillesse, vous n'allez plus payer de loyer. Parce que, monsieur Makosso, la retraite est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à la retraite, il se produit deux choses. La première, c'est que votre salaire diminue puisque vous ne travaillez plus. Par exemple, vous passez de 3 000 euros à 1 500 euros. C'est-à-dire que l'argent diminue de moitié. Le problème, c'est que vos charges n'ont pas diminué. Vous devez toujours payer votre loyer, vous devez toujours payer l'abonnement Internet. Comment vous faites? Si votre revenu est divisé par 2 et vos charges n'ont pas bougé, vous allez tomber dans la pauvreté. Donc, je dis aux Africains, soyons prévoyants. Planifions la retraite en achetant au moins une résidence principale. Comme ça, au moins c'est demain... de cette pauvreté future que vous êtes Mais bien sûr, parler en disant, de la part de pauvreté future. La pauvreté vous guette à la retraite. À la retraite. Donc, je leur parle de quelque chose qui est à venir, qui est lointain. Et comme pour certains d'entre eux, ils ont déjà dépassé 30 ans, 32, 35 ans, 40 ans, ils se sentent accusés. Alors qu'en réalité, celui qui a dépassé 32, 35 ans aurait dû simplement demander, « Ok, moi, monsieur Philippe, j'ai déjà dépassé 35 ans, j'ai dépassé 40 ans, est-ce qu'il y a une solution pour moi ?» Je lui aurais donné d'autres idées. Mais au lieu d'être dans le fait d'essayer de comprendre, ils se sont fâchés, ils se sont brusqués. « Oh, tu te prends pour qui? Comment est-ce que tu peux nous dire que la pauvreté, est-ce que tu es Dieu ?» Le problème, c'est ça, c'est que les Africains comptent sur la chance. Ils comptent sur la chance. Ici, dans cette affaire d'Amen, alléluia. Je comprends qu'il y a des choses que Dieu ne viendra jamais faire. Mais bien sûr. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Jamais il a dit, je descendrai de l'argent du ciel. Jamais. Il nous a donné l'exemple de la fourmi. C'est pour ça que je dis toujours que Dieu ne va jamais prendre le soin de... Le temps de Dieu n'existe pas. C'est toi-même qui provoques ton temps. Par la planification, par l'exemple de la Chine sur 100 ans, par la capacité à pouvoir regarder le timing par rapport à tes ambitions, l'investissement dans le domaine de l'immobilier dans lequel nous sommes tous. Et ceux qui sont en Europe ont un avantage technique par rapport à nous qui sommes en Afrique. Ils ont la facilité d'obtenir un crédit. Bien sûr. Et les Africains ont peur du crédit. Les Africains en Europe, on ramène nos mentalités du pays. Les Africains ont peur du crédit. Les Africains ne veulent pas prendre de crédit parce que quand on a grandi dans nos familles, nos parents nous ont fait croire que le crédit était une mauvaise chose. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle je entendais les parents dire tous les jours, je ne dois rien à personne. Je suis vraiment... Et on a grandi avec cette idée. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu aller prendre un crédit parce que moi, monsieur Makosso, j'applique ce que je dis aux gens. Le premier investissement que j'ai fait en France, c'était pas l'achat de ma résidence principale. J'ai acheté un immeuble avec ma femme. Mais le jour où il a fallu aller acheter, signer pour cet immeuble-là, j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, aïe, 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 si je ne rembourse pas, s'il y a un problème, j'ai repoussé le rendez-vous du notaire plusieurs fois, jusqu'à ce que le notaire me dise, si vous ne venez pas, monsieur, on va vous pénaliser. J'étais obligé, je suis allé. Donc, pour dire qu'on a un vrai, notre enfance, et c'est parfois depuis l'enfance qu'on met dans des enfants des gènes de pauvreté ou des gènes de richesse. Et c'est pour ça que vous allez remarquer qu'un enfant qui a grandi dans un environnement riche aura beaucoup plus de facilité à être riche après. Mais un enfant qui a grandi dans un environnement pauvre aura beaucoup de mal à être riche après. Et même quand vous voyez qu'il parvient à s'en sortir comme certains de nos footballeurs, il bousille tout son argent. Parce qu'il a grandi dans un environnement quand il était petit, là on ne lui a pas appris à maîtriser l'argent. Et c'est ça l'un des problèmes qu'on a. Les Africains sont pauvres partout. Donc l'important de se faire coacher. Bien sûr, c'est très important. Mais les Africains et c'est ça le problème, c'est que c'est toujours ceux qui n'ont rien qui croient qu'ils savent. C'est toujours ceux qui n'ont rien qui croient qu'ils savent. Et c'est bien dommage. Mais monsieur Philippe, est-ce que vous vous prêtez à ces personnes qui sont là de vous poser quelques questions avec votre permission? Je sais que votre temps est hyper chargé, mais est-ce que vous le permettez? On va prendre une ou deux questions, effectivement. Si d'accord, Maître Elodie. Maître Elodie. Oui, bonjour, bonsoir Makosso, bonsoir Philippe, bonsoir aux autres panélistes.
Donc vraiment, j'avais pas de questions. Simplement, vous dire à tous les deux, à Makosso et à Philippe Simo, que vraiment, vous êtes deux grands mentors en Afrique. Makosso, si je peux me permettre, c'est quand même le mentor de l'intelligence de la marmaille. Lui-même, il le dit. C'est quelqu'un que je suivais beaucoup, même à l'époque avec sa femme. Et Philippe Simo, j'ai suivi Philippe Simo au début de ses live, c'est le mentor. Je reconnais mon professeur. J'ai ma foi en intelligence. C'est l'intelligence. C'est le mentor de l'intelligence financière. De l'intelligence financière. Et il nous a toujours montré comment il évolue. C'est-à-dire que Philippe, j'ai suivi Philippe à un moment, j'étais même monté sur son live. Il avait un champ, en fait, un projet au Cameroun. Et sur ce projet-là, c'était des terres agricoles. Il y avait ses voisins qui avaient planté en fait des fétiches. Et il était venu déterrer ces fétiches-là. Et il avait fait un live. Tout ça pour dire que Philippe, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, il nous montre comment il a toujours montré ses échecs. Voilà, il a toujours montré ses difficultés. Il nous a toujours montré ses difficultés. Et donc, les personnes qui viendront dire que non, il est dans la loge, qu'il est dans la franc-maçonnerie, c'est de la jalousie. C'est du n'importe quoi. Tout simplement. Donc vraiment chapeau, je vous encourage tous les deux dans ce que vous faites pour l'Afrique. J'ai entendu Philippe dire que aujourd'hui son combat, c'est de renverser en fait la tendance, de faire de la génération africaine aujourd'hui celle-là qui ne va plus dépendre de ses enfants, mais qui dépendra tout simplement de ses revenus. Et c'est le combat de Philippe. Reconnaître ça, c'est pas s'humilier, c'est de l'humilité. Parce que l'Afrique, les Africains ont tendance à confondre l'humilité et l'humiliation. Tout est humiliation pour eux. Non, c'est de l'humilité. Bravo Philippe pour ce que tu fais. Et tu as parlé du taux d'endettement de 30 à 35%. Donc effectivement, les banques ne peuvent pas emprunter au-delà de 35% de taux d'endettement, parce que la banque aussi peut engager sa responsabilité pour défaut de conseil, pour défaut de mise en garde ou pour soutien excessif de crédit. Et c'est très bien ce que tu fais, Philippe. Je t'encourage parce que tu impactes au-delà du Cameroun, tu impactes les Ivoiriens, tu impactes les Gabonais, tu impactes toute l'Afrique. Et bravo à toi. Merci beaucoup, Madame Elodie. Merci beaucoup. La muse, vous avez la parole. Monsieur Philippe est à vous. Bonsoir, le général Parce que c'est une opportunité, parce que en temps normal, ce sont des coûts qui sont payants. Monsieur Philippe est là. Merci de m'avoir permis de monter sur ce panel pour poser des questions. Je vais commencer à dire que ce que Philippe Simo a dit ces derniers jours n'a pas choqué les Camerounais. C'est un miroir. Ça a juste montré aux Africains en général ce qu'ils sont et ce qu'ils refusent de comprendre. Moi, je pense plutôt que Philippe Simo a dit la vérité, mais il aurait dû le formuler autrement. Il aurait dû émettre des limites. Il aurait pu dire, oui, voici l'âge moyen pour acheter une maison principale. Je ne suis pas d'accord, maman. Non, jamais. Je n'ai pas terminé. Allow me to come. Il fallait qu'il encaisse pour que ça fasse le buzz, pour qu'on vienne mettre la problématique sur la table. Je n'ai pas terminé. Allez-y. Il a dit la vérité, c'est évident, c'est clair. Mais il aurait pu émettre des limites. Il aurait pu dire que l'âge est un obstacle quand on en fait une cash. Parce qu'en même temps, le milliardaire moyen n'a pas 21 ans. Il faut qu'on se trompe, qu'on se mente pas. L'âge moyen pour devenir milliardaire, c'est pas 21 ans. À moins qu'on ait hérité. C'est pas 30 ans. Les milliardaires, c'est la trentaine passée, la quarantaine, la cinquantaine. Quand il a dit qu'à 30 ans, on devrait avoir une maison, sinon on est pauvre, les gens, les Africains, ceux qui vivent sur le continent Madame, africain, ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, vous répétez une propagande que je n'ai pas dite. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit si à 30 ans, tu n'as pas une maison, tu es pauvre. Ça veut dire la pauvreté te guette. Ça veut dire la pauvreté risque de t'atteindre. Il n'a pas dit tu es pauvre. C'est une propagande dangereuse. Il faut mettre des limites. Et monsieur Philippe Simo, il faut reconnaître que ces derniers temps, vous êtes quand même atteint de logorée. Vous parlez dans tous les sens. Descends, tu as dit, tu as menti devant tout le monde. Mais il n'a jamais dit ça, je n'aime pas ça. Elle est dangereuse. Si j'aurais dit une chose, j'aurais du mensonge. Non, il a dit que si à 30 ans, tu n'as pas une maison, c'est que tu es pauvre. Il ne l'a pas dit. Il dit, si à 30 ans, tu n'es pas propriétaire de ta maison, la pauvreté te guette. Ça veut dire que la pauvreté ne t'a pas encore atteint. La pauvreté t'a observé. La pauvreté dit celui-là, allons le biper. Donc Philippe vient t'interpeller pour ne pas que la pauvreté te mange. Un tel monsieur, en temps normal, on doit l'appeler pour lui remettre le prix Nobel de l'intelligence.
Et nous, les Africains, c'est encore nous qui voulons le manger. Non, dans ces temps-ci, tu as changé. Nous, on va venir donner conseil à quelqu'un qui a réussi sa vie. Ça a commencé depuis quand? Où? On passe à comment? Depuis quand dans le monde dans lequel nous sommes? On donne conseil à Bill Gates. Bill Gates parle nous tous, on est à genoux. On dit papa prêche. Attention, hein. Monsieur le coach, vous avez l'opportunité de vous d'être face à monsieur Philippe. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Philippe Simon, que je suis et j'admire pour son courage et sa détermination. Général, je vous suis depuis le Sénégal. J'aime votre énergie, l'énergie avec quoi vous parlez, vous poussez. Merci pour les motivations. Et je suis tombé sur le passage où les gens, vous parlez de... Les gens pensent que Dieu va descendre l'argent sur terre. Et là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire avant de poser ma question à Philippe Simon. C'est un gars qui avait trouvé un jardin qui avait des cailloux et tout. Il a arrangé ça. Il a mis des fleurs. Quelques temps après, c'est devenu un jardin avec beaucoup de fleurs, très joli. Et un gars qui est venu lui dit, ah, mais le jardin est très, très beau, hein, mais Dieu est extraordinaire. Et le gars qui a préparé le jardin lui répond, il fallait voir ce jardin quand il était seul avec Dieu. Donc, pour dire que Dieu ne descendra jamais pour nous donner de l'argent ou nous ouvrir des comptes bancaires ici, il faut que les Africains soient prêts à travailler avec discipline pour pouvoir aller de l'avant. Donc, merci pour cet espace. Et j'entends souvent dire que le manque d'argent est le principal problème en Afrique. Mais pourtant, je rencontre des personnes qui disposent de capital, mais qui ne passent jamais à l'action. Tandis que d'autres commencent très peu et construisent de grandes entreprises. Selon vous, Simon, quel est le véritable capital de départ? L'argent, les compétences ou l'état d'esprit? C'est ça ma question, Simon. Rien ne vaut l'état d'esprit. Rien ne vaut l'état d'esprit. L'état d'esprit fait une très grosse différence. En réalité, chacun d'entre nous a un avantage. Ton avantage, ça peut être que tu connais quelqu'un. Ton avantage, ça peut être que tes parents ont de l'argent. Ton avantage, ça peut être que tu as une formation particulière. Tout le monde a un avantage. Le problème, c'est que les gens utilisent très mal leurs avantages. Par exemple, moi, je vais prendre cet exemple-là. Tu as un oncle, par exemple, qui est directeur dans une entreprise. Chaque fois que tu vas voir cet oncle-là, c'est pour qu'il te donne 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Alors que cet oncle-là, tu peux créer une société et il te donne des marchés dans l'entreprise. Le problème, c'est que les gens ne savent pas exploiter les avantages qu'ils ont. Et donc, tout ça part de l'état d'esprit, du mindset. Pour moi, en numéro 1, tu as d'abord le mindset. Et c'est le mindset qui différencie deux personnes qui ont le même diplôme. Les deux ont eu le même diplôme, ont été formés au même endroit. L'une demain. En fait, dans la vie, nous rencontrons tous des choses difficiles. Ce qui nous différencie, c'est comment on réagit face à ces choses. Comment on réagit face à ces choses, comment on les interprète, comment on les analyse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon autre question, c'était pour le général Makosso. Général, je vois que vous êtes un bon motivateur et vous êtes très brillant, machallah. Mais général, est-ce qu'un pauvre a besoin de motivation? Bien sûr. C'est quelque chose d'obligatoire parce que le déclic dans ton cœur, avec le rêve que tu as dans ton esprit, est ce qui peut te booster à pouvoir réaliser des exploits. Le pauvre a besoin de motivation, mais je commence à devenir un peu pessimiste. Dans la mesure où l'homme noir, je ne sais pas pourquoi même le diable, on le perd noir souvent dans les films. L'homme noir est mauvais. Surtout le noir francophone. Parce qu'on a l'impression que la francophonie a un problème viscéral avec la richesse. J'ai l'impression que ça a aussi un sens spirituel, parce que nous avons pour symbole le coq. Voici un élément qui ne voit jamais loin, il est là, il picote tout ce qui est autour de lui. Mais les anglophones ont pour symbole l'aigle, qui a une vision totalement différente, qui est le seul qui peut chasser dans l'air, sur la terre et dans l'eau. C'est-à-dire pour l'aigle, rien n'est impossible. Capable de pouvoir porter quelque chose qui fait 2 fois son poids. Donc la mentalité, la vision est quelque chose de très important. Mais pour ça, il faut booster. Il faut réveiller en l'homme noir, c'est-à-dire sa capacité de son ego à pouvoir dire je peux le faire. Et souvent, c'est en le frustrant. Parce que la majorité des gens qui ont réussi ont pleuré à cause d'une humiliation. Moi, c'est l'humiliation qu'on m'a faite à moi. Le jour de la naissance de ma première fille que je n'oublierai jamais. Lorsque je suis allé à la maternité, j'avais même pas le trousseau. Je suis arrivé, ma femme me disait qu'elle avait vraiment, on marche sur plusieurs kilomètres, on arrive à l'hôpital, et la dame me demande, mais où est le trousseau, les petits éléments pour le bébé qui doit naître? Et je suis obligé de mentir. Non, c'est-à-dire que mes filles spirituelles vont venir avec ça, et puis elle m'a regardé, vous n'avez rien, et vous enceintez enfant des gens. Ouais. Mon frère, c'est là dans la nuit, là, vers 2 h du matin, je pleure en regardant le ciel.
Et je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu dans mon esprit. Si tu comptes sur Dieu pour t'amener l'argent sur la terre, tu vas mourir pauvre. La majorité des chrétiens, et même on peut dire des religieux, parce que c'est là où la religion doit jouer un sens important dans le domaine du mindset dont on parle de booster les esprits. On a fait comprendre à nos chrétiens, il y aura un temps, ton heure va arriver, attends le temps de Dieu. Si la prophétie tarde, attends-la. Oh, le prophète même qui a dit ça dans la Bible, c'est un prophète inconnu. C'est-à-dire, si elle te dit tout de suite de retrouver son verset depuis son nom, tu vas avoir des problèmes. Et c'est ça qu'on a mis dans la tête de nos fidèles. Et nos fidèles sont assis, ils attendent le mariage, ils attendent la grâce, ils attendent la prospérité, sans leur mettre en tête que pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Si on ne prend pas le soin de coquer nos éléments, je te donne 10 ans. Je suis pessimiste pour l'Afrique. Parce que ces imbéciles-là ont décidé désormais de suivre des influenceurs. C'est-à-dire les gens qui étaient derrière l'école. Les plus grandes critiques, c'est-à-dire les femmes qui vivent de critiques dans le quartier sont devenues influenceuses. On est en danger. Descends, tu as dit, tu as menti devant tout le monde. Mais il n'a jamais dit ça, je n'aime pas ça. Elle est dangereuse. Si j'aurais une chose, j'aurais du mensonge. Non, il a dit que si à 30 ans, tu n'as pas une maison, c'est que tu es pauvre. Il ne l'a pas dit. Il dit, si à 30 ans, tu n'es pas propriétaire de ta maison, la pauvreté te guette. Ça veut dire que la pauvreté ne t'a pas encore atteint. La pauvreté t'a observé. La pauvreté dit, celui-là, allons le biper. Donc, Philippe vient t'interpeller pour ne pas que la pauvreté te mange. Un tel monsieur, en temps normal, on doit l'appeler pour lui remettre le prix Nobel de l'intelligence. Et nous, les Africains, c'est encore nous qui voulons le manger. Non, dans ces temps-ci, tu as changé. Nous, on va venir donner conseil à quelqu'un qui a réussi sa vie. Ça a commencé depuis quand? Où? On passe à comment? Depuis quand dans le monde dans lequel nous sommes, on donne conseil à Bill Gates. Bill Gates parle nous tous, on est à genoux. On dit, papa prêche. Attention, hein. Monsieur le coach, vous avez l'opportunité de vous d'être face à monsieur Philippe. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Philippe Simon, que je suis et j'admire pour son courage et sa détermination. Général, je vous suis depuis le Sénégal. J'aime votre énergie, l'énergie avec quoi vous parlez, vous poussez. Merci pour les motivations. Et je suis tombé sur le passage où les gens, vous parlez de... Les gens pensent que Dieu va descendre l'argent sur terre. Et là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire avant de poser ma question à Philippe Simon. C'est un gars qui avait trouvé un jardin qui avait des cailloux et tout. Il a arrangé ça. Il a mis des fleurs. Quelque temps après, c'est devenu un jardin avec beaucoup de fleurs. Très joli. Et un gars qui est venu lui dit, ah, mais le jardin est très, très beau, hein, mais Dieu est extraordinaire. Et le gars qui a préparé le jardin lui répond, il fallait voir ce jardin quand il était seul avec Dieu. Donc, pour dire que Dieu ne descendra jamais pour nous donner de l'argent ou nous ouvrir des comptes bancaires ici, il faut que les Africains soient prêts à travailler avec discipline pour pouvoir aller de l'avant. Donc, merci pour cet espace. Et j'entends souvent dire que le manque d'argent est le principal problème en Afrique. Mais pourtant, je rencontre des personnes qui disposent de capital, mais qui ne passent jamais à l'action. Tandis que d'autres commencent très peu et construisent de grandes entreprises. Selon vous, Simon, quel est le véritable capital de départ? L'argent, les compétences ou l'état d'esprit? C'est ça ma question, Simon. Rien ne vaut l'état d'esprit. Rien ne vaut l'état d'esprit. L'état d'esprit fait une très grosse différence. En réalité, chacun d'entre nous a un avantage. Ton avantage, ça peut être que tu connais quelqu'un. Ton avantage, ça peut être que tes parents ont de l'argent. Ton avantage, ça peut être que tu as une formation particulière. Tout le monde a un avantage. Le problème, c'est que les gens utilisent très mal leurs avantages. Par exemple, moi, j'aime souvent prendre cet exemple-là. Tu as un oncle, par exemple, qui est directeur dans une entreprise. Chaque fois que tu vas voir cet oncle-là, c'est pour qu'il te donne 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Alors que cet oncle-là, tu peux créer une société et il te donne des marchés dans l'entreprise. Le problème, c'est que les gens ne savent pas exploiter les avantages qu'ils ont. Et donc, tout ça part de l'état d'esprit, du mindset. Pour moi, en numéro 1, tu as d'abord le mindset. Et c'est le mindset qui différencie deux personnes qui ont le même diplôme. Les deux ont eu le même diplôme, ont été formés au même endroit. L'une demain. En fait, dans la vie, nous rencontrons tous des choses difficiles.
Ce qui nous différencie, c'est comment on réagit face à ces choses. Comment on réagit face à ces choses, comment on les interprète, comment on les analyse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon autre question, c'était pour le général Makosso. Général, je vois que vous êtes un bon motivateur et vous êtes très brillant, machallah. Mais général, est-ce qu'un pauvre a besoin de motivation? Bien sûr. C'est ça, c'est quelque chose d'obligatoire parce que le déclic dans ton cœur, avec le rêve que tu as dans ton esprit, est ce qui peut te booster à pouvoir réaliser des exploits. Le pauvre a besoin de motivation, mais je commence à devenir un peu... Déjà, ouvre ta caméra. Non, je sais pas, il y a un truc là. Voilà la caméra, j'appuie dessus, ça ne s'ouvre. Je suis pas habitué au TikTok. J'appuie, ça, c'est comme c'est bloqué, c'est pas. Honnêtement. C'est parce que tu n'es pas propriétaire. J'ai essayé d'appuyer. Peut-être que moi je suis propriétaire avant que tu n'aies ton bac. Ça, je te le dis. Arrêtez, Philippe, je te dis, arrêtez vos histoires où vous venez en Europe, où vous faites vos petits trucs. Je suis propriétaire en Afrique, je suis le bailleur des fonctionnaires au Tchad. Apprenez à respecter des gens. Avant que tu n'aies ton bac là, je suis déjà propriétaire. D'accord? Est-ce qu'on peut J'ai une maison où les Non, mais c'est important de préciser ça parce que... C'est important parce que... Non, mais c'est important parce que moi, je ne parle plus avec les locataires. Donc, c'est important de préciser ça. Parce qu'on ne veut pas seulement se montrer. Au moins, ça, tu me le connais. On ne s'expose pas, juste celui-là que tu ridiculises à tout moment. Mais j'ai des propriétés que les enseignants... Abraham, je rigole, hein, il n'y a pas de ridiculiser, hein, je rigole. Hein. Non, mais parce qu'il y a des gens ici dans les commentaires, je vois, hein, il y a des gens que je peux nourrir du matin au soir, 30 jours sur 30 ici, qui viennent faire de faux commentaires. Arrêtez avec moi, je ne suis pas votre égal. Hein, de n'importe quoi comme ça. Avec vos petits trucs, vous prenez un appartement quelque part de 3 000, on voit des bons comment on appelle, de 300 000, les crédits vont jusqu'à 200, 300, votre rapport, ce n'est seulement que les 10, 20, vous voulez, c'est ça que vous dites que vous êtes propriétaire. Arrêtez-moi les bêtises. On est en train de chercher des maisons cachées ici à la hauteur des millions. C'est ça qu'on est en train de viser aujourd'hui. Donc votre théorie là, tu as bien fait de préciser au début que c'est intéressant pour des gens qui ne connaissent presque rien en finance, en immobilier. C'est bon pour les débutants. Je suis d'accord avec vous. Contrairement à ceux qui viennent dire qu'ils sont à 100% d'accord avec toi, Philippe. On ne peut jamais être à 100% d'accord avec quelqu'un. Je suis désolé de dire comme ça. Soyons au moins un peu modèles. Ils sont 100% d'accord. Non, ils sont 100% d'accord sur ce point-là, pas sur tous les points. Même sur ce point, on est sur un sujet. Peut-être que la personne n'a pas poussé la réflexion loin pour voir certaines ambitions de ce que tu as dit. Qu'est-ce que toi tu veux dire sur le sujet? Est-ce que toi-même, là, tu te donnes un peu le temps? Abraham, qu'est-ce que toi tu veux dire sur le sujet? Okay. Parce que tu es dans le panel là. Philippe? Tu as dit qu'on s'est retrouvés entre nous pour parler, on est tous d'accord. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Non, mais en vous écoutant parler, c'est comme c'est un panel dédié à la promotion immobilière. Parce que quand on veut venir ici dire quelque chose un peu contraire, vous coupez. Vous empêchez des gens à toucher des points, des pièces de l'immobilier. Vous faites comme si quand quelqu'un entre dans l'immobilier, devient patron automatiquement, il est destiné à devenir milliardaire. Contrairement à ceux qui n'ont pas encore commencé. Mais c'est ça qu'il faut lever ça. Tu vis où, Abraham, s'il te plaît? Je vis à New York. Il vit à New York. Je vis à New York. Donc, Abraham, qu'est-ce que tu veux donc dire? C'est quoi la question? Avec quoi tu n'es pas d'accord ici? Parce que là, c'est la réunion des amis de l'immobilier. Ok, Philippe. Excusez-moi, je voudrais vraiment allumer la caméra pour qu'on se regarde dans les yeux pour parler de quelque chose là, mais je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Excusez-moi, désolé. Bon, au fait, beaucoup me connaissent déjà sur ta plateforme, donc inutile. Mais c'est moi, Abraham. Hein. Philippe, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je suis d'accord avec toi sur certains points, pas tout. Je suis dans une forme d'immobilier, tu avais déjà dit ce jour-là, et j'avais refusé de partager ça. Et là, je vais te dire, la plupart des gens, de nos clients, des gens qui sont intéressés, bon, qui nous aident à aller de l'avant, c'est effectivement des jeunes qui ont commencé dans l'immobilier dès qu'ils ont fini les études, qui sont entrés qui ont commencé le travail et automatiquement veulent se trouver une maison. À 80% des gens qui viennent vers nous, c'est d'abord ces gens-là et les vieux de plus de 60 ans. Ce sont ces gens-là qui ont tellement de problèmes avec les banques. Et nous sommes là pour les aider. Continuez à aller. Dès que vous finissez l'école à 28-25 ans, là, comme Philippe a dit, prenez vos maisons, on est là. On a des solutions B pour vous. On vous attend. D'accord? Comme il y a un monsieur qui a dit. Hein, mais Abraham, je ne comprends pas ton point. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas ton point. Mon point, c'est pour dire quoi, Philippe?
ce que tu as dit a un peu de sens, mais pas tout. Pourquoi? Parce qu'en disant comme ça, certaines personnes veulent faire de l'immobilier une priorité alors qu'ils n'ont même pas de base. Alors qu'ils n'ont même pas de base pour commencer dans l'immobilier, même pour être propriétaire. Dès qu'ils t'entendent comme ça, automatiquement, permettez-moi le terme, il y a des gens qui ne réfléchissent pas loin, ils font de l'immobilier une priorité. Dès que tu finis les études, tu as un boulot, il faut te lancer dedans. Sans base. Et la base, c'est quoi alors, d'après toi? Ça dépend de ce que la personne fait. Par exemple, si quelqu'un qui est dans les affaires ne peut pas faire de l'immobilier une priorité, quelqu'un qui est un salarié ne peut pas... Donc tout dépend d'abord du profil. Chaque personne a son propre profil. Est-ce que toi, tu es qualifié à faire de l'immobilier une priorité avant 30 ans? On se comprend? Toi qui es dans des affaires, continue à bâtir un capital de business. Tu peux te lever un matin, acheter une maison que c'est lui qui a commencé avant 30 ans là. Va peiner à finir de payer son truc. Avant qu'il ne finisse de payer là-bas, tu as déjà ta maison en cash. Mais pour moi, c'est qui est important. Ça dépend du les affaires sont plus compliquées que l'immobilier. Tu fais comme si les affaires... Tout le mais monde parce que vous n'êtes pas du domaine. Quelqu'un qui n'a pas... Monsieur, je vais vous dire, hein, quand tu n'as pas du domaine, c'est toujours difficile. Quand tu n'as pas du domaine, c'est toujours difficile. D'accord? Quand tu n'as pas du domaine, et ne sois pas seulement dans le domaine, hein, tu peux être dans le domaine, mais être un mauvais élève de quelque part, c'est toujours difficile pour toi. C'est pas, le tout n'est pas d'aller prendre une formation quelque part, entendre ce que le coach te dit depuis commencer à dire que toi, tu es déjà bien outillé pour faire quelque chose. Ça peut être compliqué pour toi. Il faut que ça vienne du cœur. Les affaires que vous dites, moi, je connais des gens qui sont nés. Moi, Abraham, je vous ai déjà dit, non? Je suis né dans le monde des affaires. Étant petit, de mon jusqu'à ici, là, ma vie n'est que des business. Donc, quand quelqu'un se lève pour me dire que les affaires, c'est difficile, bon, si c'est pas par respect, je vais aussi rire comme vous le faites ici quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on est en train de sortir du sujet. On s'éloigne du sujet. Je suis perdu, Abraham. De quoi tu parles, Abraham? Je suis perdu. Parce que tout à l'heure, on ne voulait pas comparer la bourse. Distraire des gens. Vous allez distraire des gens pour dire que, comme je ne suis pas de votre avis à 100%, il faut que je le précise, hein, je ne suis pas de votre avis à 100%, vous allez commencer à distraire des gens pour dire que je suis en train de sortir. Je viens et je répète. Oui, répète. Oui. Ce que vous dites dépend du profil de tout et chacun. C'est pas à tout le monde de faire de l'immobilier ou de propriété immobilière une priorité avant 30 ans. C'est relatif. Est-ce que vous me comprenez? Bon, moi j'ai une question. C'est relatif, c'est pas à tout profit. Dans un jeune qui a fait ses études, qui est diplômé à 25 ans, qui a un CDI, tu lui conseilles de commencer par quoi? Tu as très bien dit. Il peut commencer par ce que tu avais dit sans te rendre compte. Même si parfois tu fais tes petits malins là. À 30 ans, si la banque te demande, il faut que ça soit clair, hein, commence par l'investissement. Et si tu peux te donner encore un peu de temps, quand on parle des investissements, les gens excluent, comment on appelle ça, le trading. Toi, tu te moques et tu viens dire tout à l'heure que je sais que tu es en train de blaguer, mais si tu es sérieux, attention. Dire que le trading, c'est comment on appelle ça? Tu as dit quoi? Du jambo. Parce que ces mots-là, parfois les gens prennent. Non, je suis en train de te dire. Tapez tout de suite la chercheuse Georges Soros. Georges Soros, l'homme qui a fait 1 milliard en 24 heures. Si toi, tu es à côté de ce monsieur, dire que le trading, c'est le jambo, mais il va te gifler, Philippe. Les gens qui payent des centaines de millions aujourd'hui pour apprendre de Georges Soros vont dire, mais d'où vient encore ce monsieur-là? Il sort de ce pays. Les gens quittent de trading pour aller dans l'immobilier, non, excusez-moi. Les gens quittent de trading pour aller dans l'immobilier. De l'investissement, j'allais dire. De trading, investissement immobilier. Est-ce que tu comprends le schéma? On ne quitte pas de l'immobilier pour venir dans les investissements boursiers. Les gens quittent, les gens qui connaissent la finance. Faut pas que les gens qui font les petits malades viennent nous parler ici. Quelqu'un qui maîtrise la finance commence par le trading. Les bénéfices de trading vont dans l'investissement. De l'investissement, il vient dans l'immobilier. Monsieur Abraham. Je te laisse parler, après je reprends ma parole. Okay. Merci. Oui, rapidement, Nick, parce qu'il faut moi, pour répondre à ta question, pour un jeune de moins de 30 ans qui va finir ses études, d'accord? Oui. Si quelque part on lui propose un down payment peut-être de $20 000, $30 000 pour avoir une maison de 300-400, j'aurais encore souhaité qu'il convertisse ces 20 000 là comme capital de trading.
il essaie de voir et puis se donner un peu de temps. Il vient dans les investissements pendant que à 15 ans que le gars finisse déjà, peu importe votre schéma de dire qu'il faut refinancer. Je connais ce que c'est le refinancement dans l'immobilier. Vous allez sortir des formules pour embrouiller des gens. S'il est vraiment compétent, il peut sortir l'argent de sa poche, la cash, acheter la maison en moins de 10 ans. Et multiplier la maison que vous dites là aussi avec ce chemin. Donc ne dites pas que on n'est pas en train de comparer les business comme tu le dis. Le schéma, la formule que moi je peux proposer pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il peut faire? Sortant des études à moins de 25 ans, s'il a 20 000 $, peut-être de 25 ans à 30 ans, de temps de chercher le down payment, aller acheter sa maison là, il aurait dû faire autre chose avec les 20 000 qui peuvent lui aider peut-être. Il y a un monsieur qui a parlé, j'ai écouté, oui. Plus tu augmentes le down payment, les intérêts diminuent et aussi ce que tu as payé par mois diminue. Ok. Ça, c'est pour répondre à ta question. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut continuer maintenant le live sur l'immobilier? Parce que je voulais t'entendre pour comprendre avec quoi tu n'étais pas d'accord. Pour l'immobilier, on revient. Posez la question, je vous dis. C'est pourquoi je dis. Hein. Non, mon frère, c'est comment? D'autres doivent parler, non? Tu as parlé. Laisse aussi Christelle parler. Mais parce que les gens disent que je suis sorti du sujet. Maintenant, je veux revenir vraiment au fond du sujet. Vous dites que les gens peuvent déjà parler. Il y a des gens qui ont parlé 15 minutes. Il y a des messieurs ici, Philippe, il y a des messieurs qui ont parlé ici là plus de 10 minutes. On n'a même pas encore fait 5. Et comme ça n'arrange pas le business, c'est moi alors. Ça n'arrange pas le business, donc. Christelle. En tout cas, Abraham, je peux vous dire qu'au Tchad, en tout cas, il y a des... Oui, j'allais intervenir, mais Nek voulait prendre 2 minutes. Non, je voulais juste prendre 2 minutes, en fait. Je voulais simplement dire, en fait, très sérieusement, n'écoutez pas ce que M. Abraham dit. Très sérieusement. Voilà. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, il a parlé des Georges Soros. Et c'est ça le problème, en fait. Hein. Moi, je dis, c'est pas ceux qui connaissent la formule de Gauss en statistique. Tout à fait. Ça dit, voilà. Ça dit, plus tu t'éloignes exactement des extrémités, soit tu es négatif, soit tu es extrêmement positif. Ok. Et les extrémités, en fait, si Abraham était un vrai financier, un vrai gestionnaire un asset manager ne va jamais te ramener ces extrêmes. Jamais de la vie. Ne l'écoutez pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a cité les grands noms. Ok, je vais citer Ray Dalio. Je vais citer Monsieur, je n'ai pas ramené les... Comme non, monsieur Abraham, s'il vous plaît. Non, monsieur Abraham, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Abraham. Je vous en prie. Je suis très poli, en fait. Ok. Vous m'avez ramené des grands noms. Je vous ramène aussi des grands noms. N'est-ce pas? Comme ça, on fait balance égale. On est d'accord? Je vais vous ramener exactement 3 grands noms. Ce n'est pas balance égale parce que des gens Soros, tu en as un par siècle. Philippe, je lui concède même ça. Que Georges Soros, c'est x3. Je lui ramène donc 3 personnes qui disent la même chose et qui sont performants dans leur domaine. Je te ramène Warren Buffett. C'est lui qui parle exactement aussi de la magie des intérêts composés. Il dit, pas besoin de se casser la tête, n'est-ce pas? Tu analyses froidement, tu choisis exactement un fonds, S&P 500, tu mets ton argent, tu dors et c'est fini. Je te ramène Jordan Belfort, celui donc que Leonardo DiCaprio a répété exactement, The Wolf of Wall Street, il dit la même chose. Il dit même exactement que tous les fonds managers qui ont essayé de battre le marché ne l'ont jamais battu. Le S&P 500 exactement sur les derniers 50 ans, 60 ans, n'est-ce pas, la moyenne c'est 12%. Allez regarder. Maintenant, j'aime souvent parler exactement à mes élèves d'une formule simple, la formule du 72. Quand tu fais 10%, ça veut dire que chaque 7 ans, ton capital double. Ça veut dire quoi? Si, n'est-ce pas, je double le capital 7 ans, les premiers 7 ans, je vais doubler. Après 6 ans, j'ai doublé. Après, c'est 5 ans. Ainsi de suite. Donc, pour dire quoi, monsieur Abraham? Avec votre approche-là, les enfants vont se casser la gueule. J'ai vu des gens prendre des crédits pour aller faire le trading. On sait tous comment c'est fini. Voilà, ok. Je vais vous citer un dernier nom. C'est lui qui a créé le plus grand fonds de gestion actifs privés, Ray Dalio. C'est lui qui a écrit le livre Principles. N'est-ce pas? Allez le lire. Et moi, je parle exactement des trucs purement scientifiques. J'ai fini là avec monsieur Abraham et je continue. N'écoutez pas son conseil. Ok. Maintenant, je vais aller exactement avec ce que monsieur Alain a dit qui est très important parce qu'il a dit un truc très, très important. Parce qu'on entend souvent les trucs et on se dit, ok, est-ce qu'il parle uniquement de la théorie? Est-ce qu'il a des gens exactement qui ont déjà fait ça? Ce qu'il a dit, je l'ai fait exactement lors de ma dernière acquisition. C'est un immeuble de rapport. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu as un fonds ETF qui a suffisamment grandi, comme il a dit. Tu viens à la banque, tu dis à la banque, ici je gère 10%, l'immobilier va me donner 7%, 5% en fonction du projet, de comment je l'ai structuré, etc. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais?
prends ça comme garantie. Par exemple, je n'amène pas de capital de départ, j'amène 0%. J'ai peut-être 60 000 euros dedans et je vais vous expliquer encore la magie de cette histoire. Je vais vous expliquer, rappelez-moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais maintenant avec 60 000 euros? La banque utilise les 60 000 euros exactement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un margin de 60% parce qu'elle considère qu'il y a une fluctuation sur les marchés. Et en fonction de ce qui est dans ton portefeuille, si tu as des ETF par exemple, elle va prendre forcément 60% parce que les actions, elle peut aller sur 80% parce que c'est volatile. Voilà, du jour au lendemain, tu peux t'élever, c'est volatile. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme tu as amené un apport. La banque a deux choix. Soit, elle peut prendre ça comme garantie, elle bloque le fonds, c'est-à-dire elle se met comme garantie dedans, n'est-ce pas, dans le fonds, pendant peut-être un certain temps, pendant 2, 3, 4, 5 ans, et puis elle te libère le fonds. Tu n'as pas accès. Ou soit, elle voit ta discipline financière d'ici. C'est pas un problème, gars, on te fait confiance. Dans mon cas, c'était la confiance. Maintenant, je vous explique pourquoi c'est puissant. Lorsque tu as peut-être 10 000 euros dans ton fonds, très important, tu es capable de prêter 60% de la valeur du fonds. Et ce qui est encore intéressant, c'est-à-dire prêter, c'est-à-dire un crédit que tu utilises et qui n'entre pas dans ton score de crédit. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le credit score. En Allemagne, il y avait ce qu'on appelle la Schufa. Ça n'entre pas dans ta Schufa. Donc, ceux qui sont amoureux des crédits de consommation, vous pouvez, par exemple, n'est-ce pas, investir les deux. Vous investissez en bourse, n'est-ce pas? Vous avez peut-être 60 000. Vous prêtez 36 000 et 40 000 euros que vous prêtez pour aller faire vos projets au pays. Ceux qui aiment les projets au pays, etc. Et ça n'entre pas dans vos crédits de consommation et ça ne va à aucun moment vous empêcher de réussir. Un autre truc même encore, vous pouvez prendre même ces 40 000 euros, ajouter ces 60 000, montrer à la banque ces 100 000 euros et prêter 1 million à la banque. Pour faire l'immobilier. Bref, je m'arrête là. C'était juste pour compléter ce que, voilà, les propos de monsieur Alain Journal. Ouais. Christelle. Et très important, un dernier point. Quand j'ai entendu monsieur Abraham dire, fait l'immobilier cash, c'est encore une erreur gravissime. Quand il parle du business, moi je dis vraiment, je parle des choses scientifiques. On nous a appris en business school parce qu'il faut exactement peut-être montrer sur nos chevaux. Il faut comprendre un business model. Comment fonctionne le business model où tu veux investir? L'immobilier, c'est un business model de levier. On ne prend pas son argent pour investir dans l'immobilier. Ça ne se fait pas. Aucun investisseur immobilier ne le fait. Ça n'existe pas. À moins peut-être tu as une immense quantité de cash que peut-être tu veux mettre comme valeur refuge. Tu ne sais pas quoi faire avec l'argent. Tu as investi partout. Tu sais plus quoi en faire. Tu achètes de l'immobilier. Oui. Mais l'immobilier, c'est un business de levier. C'est son business model. Voilà. On ne peut pas changer. Si tu changes ça, tu fais quelque chose de faux. Et si tu le changes, il doit avoir une raison purement stratégique. En finance, on dit, soit c'est la stratégie purement, qui n'est plus forcément du rationnel, soit c'est du purement rationnel basé sur des chiffres. Je m'arrête là, Christelle, j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Ah non, c'est bon. Voilà. Moi, je pense que ce que Abraham dit, le fait d'acheter des maisons cash au pays, c'est l'erreur que plusieurs personnes font et ils pensent que parce qu'ils ont investi au pays en fonds propres, ils connaissent comment fonctionne l'investissement en Europe, en Occident, en Amérique du Nord. Et parfois, il faut vraiment déconstruire ce qu'on sait déjà pour apprendre. Je connais énormément de personnes. Disposition, n'est-ce pas, de votre capital. Si j'ai 40 000 euros, j'ai parlé de l'exemple ici, j'ai 50 000 euros dans mon fonds, je ne vais pas la lever pour aller acheter un bien. Je peux démontrer à la banque que j'ai une discipline financière, n'est-ce pas, je génère 10-20% dans les fonds et la banque me finance parce que je suis discipliné, n'est-ce pas, financièrement. Dites ça aux gens. Dites aux gens, n'est-ce pas, en bas de dire, non, ouais, monsieur Tim, c'est quoi votre problème? Ok. Maintenant, dites aux gens simplement que, les gars, ne prenez pas des crédits conso. Disciplinez-vous, économisez au maximum. Votre loyer ne doit pas dépasser 20-30% de ce que vous gagnez. C'est tout. Voilà, mais regardez dans les commentaires, moi j'ai une question à poser à Philippe Simon. De manière honnête, quand on veut expliquer à quelqu'un un business, les gars, s'il vous plaît, attendez-moi, moi je veux parler, j'arrête de parler. C'est du sophisme. Je parle et j'arrête de parler. Moi je suis monté dans le live, j'ai demandé à Serge. Les gars. C'était très bien. On continue demain. Du sophisme collectif. Sophisme, tout le monde a compris. Sophisme. Demain. C'est bon. Enfin, demain. J'espère demain. Si je ne peux pas demain, après demain. Philippe, s'il te plaît, demande à ces gens d'expliquer de A à Z. Si vous voulez adhérer au groupe de Philippe, ou vous voulez que Philippe puisse vous regarder autrement, ou vous voulez peut-être faire partie de Philippe, de l'agence de Philippe. Voilà, c'est la blague en fait. Tu peux me former discipline. Bien sûr que tu vas apprendre discipline. C'est ça, votre problème. C'est ça, la condescendance. Tu es condescendant, William. En fait, c'est ça ton problème. Il faut être tu te crois
au-dessus. William, tu as un patrimoine de 600 000 euros. Il y a des gens qui ont 3-4 millions d'euros. Mais est-ce que c'est tout ce que j'ai, mon frère? Il n'y a pas que la Belgique qui existe. Est-ce que je suis obligé de raconter ici, monsieur Simon? Oh, ça c'est la petitesse, hein. Simon, je te rappelle que dans quelques semaines, monsieur Discipline, je t'ai déjà ajouté, je t'appelle maintenant sur ton live, on fait un challenge, on parle, si tu es un homme. Ils sont en train de te vendre une chose qui n'existe pas. Ils viendront adhérer ton mouvement dans quelques semaines. Lance le live, donc, ils veulent avoir une image positive à tes yeux. Bien, on parle. Au point même de te raconter des conneries. Ils insistent sur quelque chose, ils confirment l'opposé. C'est vraiment étrange. Dream, tu n'as que deux appartements. C'est une maladie, les gars. Tu n'as que deux appartements. Toi, franchement, tu m'as trop montré que tu es un menteur. Tu n'as que deux appartements. Je préfère écouter Serge, je préfère écouter même Nelly, je préfère écouter même Mariam. Mais Discipline, toi, honnêtement, ça m'étonne même que Serge n'arrive pas à dire la vérité, que Discipline arrête. Ça m'étonne que Serge ne peut pas dire la vérité à Nek arrête. Comment vous allez confirmer que tu non, ça va, laisse, ça va. Les conneries aux autres. Tu n'as que deux appartements. Tu n'as pas droit à la parole. Dans les bassesses. On doit vous écouter, faites semblant de jouer les saints. Et si vous êtes allé mettre les backups pour donner l'impression que vous êtes en train de lire, vous êtes au bureau, c'est la vente d'illusion, tout ça. Serge, il faut être honnête. Serge, moi, je t'ai écouté plus de 3 fois. Mariam, moi, je suis tes lives. Il faut être honnête. Quand des gens arrivent, ils racontent des choses qui ne sont pas vraies. Ayez le courage et l'amabilité de leur dire, attention. Mais qu'est-ce qui n'était pas vrai? Dream, tu es millionnaire. Donc, ils ont dit. Dream, tu es Si vous ne millionnaire. faites pas ça, vous rentrez tous dans un sophisme collectif. On connaît Philippe. C'est le seul mot que tu as appris. Philippe a prouvé. C'est le seul mot que tu as appris. Est-ce que tu es millionnaire, Dream? Collectif. Est-ce que tu es millionnaire? Attendez. Discipline, je t'ai envoyé une invitation. Je suis déçu, franchement. T'as appris que ça comme mot. Mais Serge, éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'il faut... Oui, éloigne-toi. Éloigne-toi, toi. Les amis, on va continuer demain, Je vais aller, il faut que je réponde. Vous êtes décevant, hein? Il faut que je réponde rapidement. Je vais faire un petit tour chez Monsieur Makoso. Donc, Discipline, je t'ai envoyé un... On va rigoler un peu. Allez, les gars. Il faut me dire. Je vais vous suivre. On se parle demain ou après-demain. Demain ou après-demain. Je veux tous vous suivre. On va voir un peu votre mensonge là. Mais on parle de mensonge et personne n'a démontré un mensonge. Bon, bref. À demain, les gars. À demain. Ciao. Bien de parler. Venga qui me dépasse de venga